C'est l'invité de la rédaction. Bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous avons reçu sur ces plateaux Monsieur Paul Mukendi. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, oui, ça va. Monsieur Paul, vous avez eu à suivre les sommets One Planet parce que nous allons discuter tout à l'heure sur ça. Oui, exactement, nous avons suivi grâce à Environ News qui avait diffusé largement sur ça. Ok, vous êtes environnementaliste. Alors, quelle résolution a plus retenu votre attention par rapport à ces sommets? Je peux dire que la plus grande résolution qui a attiré mon attention, c'est le financement de la Grande Muraille verte. Et c'est une muraille qui vise à stopper les déserts du Sahel. Le financement est estimé à au moins 14 milliards de dollars. Et ça, c'est, je peux dire, waouh, c'est une bonne chose pour l'Afrique. Parce qu'on est tous sans ignorer que le désert du Sahara est en train de progresser et nous devons mettre les mécanismes pour lutter contre cela. Et ces financements va aider l'Afrique à lutter contre les déserts du Sahel. Et cette muraille aura quel impact? Oui, il y aura beaucoup d'impact sur le plan environnemental, sur le plan social. Bon, on peut aussi le dire sur le plan économique. Sur le plan environnemental, on voit d'abord la contribution dans les changements climatiques. Sur le plan social, il faut savoir qu'on parle de plus en plus des réfugiés climatiques. C'est carrément de personnes qui n'auront plus la possibilité de vivre chez eux à cause des mauvaises conditions climatiques. Et les déserts ne favorisent pas aux humains de rester dans un milieu parce qu'on n'aura pas accès à une végétation, on ne sait pas comment cultiver et alors la construction de cette muraille favorisera aux gens d'avoir l'air qu'ils peuvent respirer, mais aussi une végétation, un milieu qui peut les servir pour des cultures, mais aussi pour d'autres activités. Et cela contribuerait énormément sur le plan économique. Mais aussi, nous devons tenir compte des avantages de la végétation dans un milieu. Et là, on voit carrément le cycle d'eau. La végétation permet à ce qu'il y ait les précipitations dans un milieu. Alors, si ces projets réussissent totalement, cela signifie que dans les milieux désertiques, il y aura des pluies. Et qui dit les pluies, on voit aussi que les milieux aquatiques sera régénéré. Et là, j'ai fait allusion au lac Tchad, qui est presque en souffrance par rapport à la diminution de l'eau. Et la République démocratique du Congo se trouve choisie pour renforcer ces lacs. Et les discussions sont là. Donc, ces financements vont vraiment permettre à ces pays-là de réinstaurer les conditions un peu d'avant sur le plan environnemental. Quand on voit la question des transfèrements des eaux, on mettra en place la Grande Muraille, pensez-vous que ça peut facilement résoudre cette question des transfèrements des eaux? Ça peut résoudre, pas immédiatement, mais à long terme. La philosophie, c'est une philosophie de régénération du milieu, mais aussi de restauration. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une végétation permanente dans un milieu, cette végétation, par rapport au cycle et au phénomène, permettra à ce qu'il y ait des précipitations. Et lorsqu'il y a régulièrement des précipitations dans un milieu, cela contribue aussi au renforcement des milieux aquatiques. Et nous pensions que cela va aussi contribuer aux régénérations du lac. Et lorsque le lac est régénéré naturellement, ce qui est bon, parce qu'on est en train de faire recourir à une méthode artificielle, genre que la République démocratique du Congo, qui a beaucoup d'eau, qu'elle puisse renforcer les lacs Tchad qui n'en a plus assez. Ça, c'est artificiel, mais naturellement, cette construction du muraille permettra à ce qu'il y ait une végétation qui pourrait contribuer aux restaurations du milieu aquatique. Alors là, c'était sur les plans de l'Afrique.
Alors, pour la RDC, nous avons vu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a aussi intervenu au cours de ces sommets. Alors, quelle lecture faites-vous de son intervention? Oui, d'abord, voir un chef de l'État à la tête d'un potentiel en termes de biodiversité et surtout en termes environnementaux, comme la République démocratique du Congo, et un chef de l'État visionnaire en matière de conservation, ça c'est une garantie pour la nation. Mais puisque ces engagements prouvent à suffisance qu'il y a au moins les soucis en lui. Par rapport aux résolutions et par rapport à son intervention, il a intervenu presque sur trois plans. Les plans, l'engagement de la République démocratique du Congo dans la conservation de la biodiversité sur les plans juridiques, sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Sur le plan juridique, il a eu à faire comprendre que la République a un code forestier qui lui sert de politique pour la bonne gestion de ses forêts. Et sur le plan social, il a évoqué, il a évoqué l'Agence congolaise de transition écologique. Cela s'inscrit dans les cadres qu'en République démocratique du Congo, sur le plan consommation d'énergie, on retrouve la majeure partie de la population qui recourt au charbon de bois. Et cela contribue à la diminution de la biodiversité et donc à la déforestation. Avec la vision de l'agence, cela va permettre la mise en place des énergies vertes. Et lorsqu'il y en aura assez, vous comprenez que la population n'aura plus recours au bois, au charbon de bois et consorts, et nos forêts ne seront presque pas dérangées. C'est dans cette optique qu'il a eu à mentionner l'agence verte, l'agence de transition écologique et de développement durable. Mais sur les plans économiques, les lobbying doivent être aussi menés dans le cadre de faire bénéficier la République démocratique du Congo, qui est deuxième poumon, qui est le premier pays en Afrique à avoir une majeure partie des forêts tropicales. Vous voyez, et là c'est sur les plans de financement. Nous sommes membres de plusieurs conventions et accords, et cela ne nous permet pas d'exploiter les forêts comme nous le voulons. Et nous sommes soumis à cela. Et dans les négociations, nous sommes appelés à faire démontrer ce que nous avons exactement. Qu'est-ce que nous avons pour attirer l'attention et ramener beaucoup de financements au pays. Nous parlons des énergies vertes, des financements. Quand on ne touche pas aux forêts, il faut assurer la survie des communautés autochtones qui dépendent totalement des forêts. Et avec le lobbying du chef de l'État, nous pensions qu'on aura un peu à augmenter et à revoir sur le plan économique les gains que la République démocratique pourrait commencer à bénéficier. Et 14% des aires protégées de la RDC que le président a vanté, est-ce que pour vous c'est un bon résultat jusque-là? Jusque-là, on dirait que ce n'est pas un bon résultat parce que la République démocratique du Congo, c'est un scandale environnemental et surtout en termes de biodiversité. Ces pourcentages par rapport à notre superficie semblent être un peu faibles. C'est ainsi, nous devons voir comment augmenter cela. Et lui-même, il a mentionné, ils sont en train d'estimer l'augmentation à 17% de notre superficie. Et nous nous dirons, augmenter c'est mieux, mais sécuriser les aires protégées et mettre en place des bonnes politiques, c'est mieux. Alors, au cours de ces sommets, on a plus articulé sur la biodiversité, comment arriver à réduire l'appauvrissement de la biodiversité sur le plan international. Et également, on a essayé aussi d'évoquer sur des plans nationaux de certains pays. Alors, pour vous, pensez-vous de quelle façon on peut arriver à... de quelle façon préconisez-vous qu'on pourrait arriver à réduire l'appauvrissement de la biodiversité?
la réduction de la provision, de la disparition ou bien de l'extinction de la biodiversité, la politique à adopter, c'est celle au niveau de nos consommations et des modes de vie. Parce que c'est nous qui sommes à la base. Nous voulons beaucoup plus consommer, nous voulons beaucoup plus avoir, se développer. Alors si nous consommons notre mode, si nous réduisons plutôt nos consommations, je pense que nous aurons aussi à contribuer. Mais la meilleure politique à mettre en place, c'est l'augmentation des aires protégées, la sensibilisation des populations, mais aussi, pas seulement la population qui est pauvre, parce que la part des pauvres n'est pas très grande, mais c'est la plus grande et la puissante population qui est constituée des multinationaux qui se veulent à chaque fois avoir beaucoup pour eux-mêmes. Mais aussi le respect des conventions et des accords qui ont été déjà signés en termes de conservation de la biodiversité. Et cela doit être l'engagement de tous les pays du monde. Nous, la République démocratique du Congo, à notre niveau aussi, on doit lutter pour faire intégrer toutes les populations dans cette lutte de conservation de la biodiversité. Et cela passe par une éducation environnementale. Alors, l'alternance, de quelle façon voyez-vous qu'on pouvait alterner, de partir, d'abandonner les coupes de bois? Qu'est-ce qu'on pourrait opter pour autre chose, pour inculquer aux communautés locales à la place de faire des déboisements et tout ça? Oui, l'alternance doit être basée sur des solutions et des actions concrètes. Moi, je dépends de la forêt. Si tu me dis de ne plus de ne plus couper peut-être les bois ou bien de ne plus faire la chasse, tu dois suffisamment me donner les moyens pour vivre. Et c'est dans cette optique-là que nous pensions que l'idée des énergies vertes en République démocratique du Congo est à encourager et à beaucoup plus développer. Par exemple, dans tous les villages ici aujourd'hui, on met une logistique permettant aux populations d'avoir accès aux énergies, l'utilisation de gaz, ainsi que d'autres mesures. Nous pensions que cela va contribuer. Mais aussi, il faut aider les populations les plus démunies sur les plans économiques et social. C'est par exemple la création des zones agricoles. Voyez-vous, je n'entre plus dans la forêt, mais j'ai fait l'agriculture. Et là, nous parlons de l'agroforesterie, qui est beaucoup une technique qui doit être beaucoup utilisée pour permettre aux populations de survivre. Alors, pour la toute dernière question, on voudrait savoir comment est-ce qu'on peut arriver à assurer les engagements qui ont été pris au cours du sommet, parce que nous voyons au précédent, il y a des engagements qui étaient, on parlait des décaissements, on parlait de plusieurs autres résolutions aujourd'hui qui n'ont pas été totalement résolus ou répondus comme il fallait par rapport au sommet, par rapport aux attentes qui étaient assorties de ces sommets. Alors, comment on peut arriver à assurer ces engagements-là pour que ces nouveaux sommets puissent être un succès? Oui, comment arriver à la concrétisation de ces engagements? Là, je pense que tout le monde, tous les participants, chaque être humain doit d'abord prendre conscience de ses engagements et doit aussi comprendre que nous n'avons qu'une seule terre. Et c'est ça notre vie. S'il y a déjà cette conscience-là, je pense que ces engagements, ces accords, ces conventions n'auront pas les problèmes à subir ou bien à rester dans les tiroirs de personnes. C'est d'abord la prise de conscience des dirigeants, mais aussi de la population. Alors, vous aurez quelque chose à ajouter? Si nous pouvons ajouter quelque chose, c'est conscientiser d'abord la jeunesse. Vous voyez, on parle de ces sommets, on parle de ces engagements, mais la jeunesse aujourd'hui, partout au monde, doit être
les points focaux de toutes ces discussions. Pourquoi? Parce que c'est la force. La jeunesse, c'est l'avenir. Et la génération qui va remplacer, les gens qui auront à gérer, les gens qui auront à décider, demain, c'est la jeunesse. Si cette jeunesse est déjà consciente de ses valeurs écologiques, nous pensions que l'avenir de la biodiversité, l'avenir de l'environnement, de la conservation n'aura pas à souffrir. Nous appelons toute la jeunesse, d'abord congolaise, à prendre conscience de notre potentiel et à mettre aussi en place à leur niveau des techniques pour la conservation de cette biodiversité qui nous appartient d'abord. Et là, nous avons toujours reçu des nouvelles selon lesquelles on a y attiré des regards dans les parcs. Cela prouve qu'il y a les braconnages qui continuent à faire affaiblir la mission qui est de la conservation en République démocratique du Congo. Avec la collaboration de la jeunesse dans cette lutte, nous pensons qu'il y aura un changement pour ces vices qui est en train de détruire la biodiversité. Ok, merci. C'est par ici que nous mettons fin à ces numéros de l'invité de la rédaction. Nous disons merci à Paul Mukendi d'être parmi nous. Merci pour les déplacements. Et nous sommes sincèrement reconnaissants. Et à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons un nouveau rendez-vous et restez branchés sur votre antenne Environ News TV. Au revoir.